Heureuse de démarrer cette année au Salon Impact pour ce qui s'agit de l'actualité du collectif Notre Mode est possible. Je vais présenter rapidement le collectif et mes activités avant de vous présenter mes intervenantes pleines de douceur et d'aborder le sujet qui nous questionne aujourd'hui, c'est finalement comment notre rapport aux vêtements révèle un petit peu ce que nous sommes et surtout notre rapport au vivant. Donc je suis Arielle Lévy, je suis fondatrice du collectif Notre Mode est possible. C'est quoi le collectif Notre Mode est possible? C'est tout simplement, je dirais, un mouvement artistique qui est composé d'artisans, d'artisanes, beaucoup de femmes, 80%, qui est composé de designers, de stylistes photos, de teinturières, n'est-ce pas Charlie, d'artistes. Et on existe depuis 2017. Nous organisons deux gros événements principaux qui sont la Semaine des autres modes soutenue par la ville de Paris, qui a lieu chaque mois d'octobre en marge de la Fashion Week. Pourquoi cette Semaine des autres modes? Parce que c'était tout simplement la volonté de se placer en marge de la Fashion Week pour organiser un grand rendez-vous responsable des citoyens, des artisans, de ceux qui font ce que devrait être la mode, c'est-à-dire une mode responsable. On est aussi très impliqués sur le sujet de la réparation. Nous intervenions d'ailleurs septembre dernier avec notre pôle réparation et nous organisons en partenariat avec Fashion Révolution France, ici présent, notre partenaire historique du plaidoyer politique, le Festival des réparations. Qu'est-ce qu'on fait aussi en fait, ce collectif très varié. Et bien la première des raisons pour lesquelles ils travaillent ensemble, c'est pour créer des synergies, pour ne pas se sentir isolés et pour trouver des solutions. J'aime rappeler, et c'est un peu mon introduction juste sur cette table ronde, que nous reconnaissons plus des arts plastiques. Bien sûr, nous appartenons aussi aux arts appliqués qui consistent à trouver des solutions industrielles aux enjeux de la mode, de la mode toxique. Mais pourquoi les arts plastiques? Parce que, comme vous l'avez compris, nous, le mot culture, c'est-à-dire transmission, c'est-à-dire création, c'est-à-dire faire lien avec la société, c'est important. Et c'est notre manière de prendre part au changement de mode de consommation qui, en fait, toute l'action que l'on fait toute l'année. Et tous nos membres trouvent des solutions ensemble. Voilà, j'ai voulu un peu contextualiser le pourquoi du comment, de la manière dont on se positionne, parce que ça explique aussi le thème de cette rencontre. Alors, je vais vous présenter rapidement. Chère Léa, tu as un parcours, tu es designer, tu as fait fashion design, tu es donc styliste à l'école Lisa, qui est un de nos partenaires, je pense que tu en parleras. J'aime bien dire que tu as 3 casquettes qui vont très bien ensemble. Tout d'abord, celle de directrice artistique style, et merci d'ailleurs pour tout le travail que tu as accompli lors des 2 derniers défilés que nous avons effectués au Palais Galliera en octobre dernier, puisque tu en es la directrice artistique styliste. Tout ça pour dire qu'on a l'habitude de travailler pas mal ensemble et d'échanger et de se rencontrer. Avant de présenter Charlie, j'aimerais juste te poser une question rapidement. Quels sont l'événement ou les événements majeurs qui t'ont frappé dans cette année 2024 sur notre petite planète textile? Si tu en as un à raconter, puisqu'on est en début d'année. Ce que je peux sortir, alors moi ça va être l'année vraiment 2024 parce que là on n'a pas eu grand chose à dire pour l'instant, moi, sur 2025. En juin 2024, en fait, il y a eu un événement, moi, qui m'a fait très très plaisir et qui est très révélateur en fait de la croissance de la recherche et de l'innovation textile qu'il y a pu avoir en 2024. Et en fait, ça s'est matérialisé le juin 2024 durant le prix de l'Andam, qui est un prix que peut-être certains connaissent, qui récompense innovation, etc., dans le milieu notamment de la mode. Ils ont récompensé une start-up française dont la dirigeante est une femme, qui s'appelle Pauline Weziman, je ne veux pas écorcher son nom, et qui a développé une alternative brevetée qui s'appelle Alterskin, qui est une alternative au cuir
Voilà, et c'est un textile qui est biosourcé, qui est recyclable et qui est évidemment bien mieux que tout ce qu'on va trouver pétro-sourcé à base de plastique, etc. et à base de déchets agricoles. Elle a breveté un nouveau textile et ça m'a fait très plaisir qu'il décerne ce prix-là dans le domaine du textile justement, parce qu'il y a plein d'autres sujets et plein de choses qu'on peut récompenser qui sont extra au service de la mode, d'une mode plus responsable. Mais là, ils auraient vraiment récompensé sur le prix de l'innovation, ils ont récompensé quelqu'un qui travaillait à la recherche et à l'innovation textile. Et c'est très important parce que c'est notre sujet d'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait plaisir que ce soit mis en lumière en 2024. Voilà. Ça fait d'autant plus plaisir. Je ne connaissais pas ta réponse, c'est que Pauline, à un moment où elle avait commencé par développer sa marque, était un membre de l'ONEP et elle a un engagement pour la planète, pour le vivant, qui finalement l'a menée, c'est un petit peu ce que tu disais, à travers son engagement pour la planète et le vivant, à chercher et à trouver de nouvelles alternatives. Charlie, je suis ravie, franchement ravie, parce que c'est la première fois qu'on intervient ensemble. Tu arrives de Sologne et de te recevoir aujourd'hui. Pareil, on est vraiment dans une direction, on est un mouvement artistique, je parlais beaucoup d'art plastique et c'est un peu une des raisons sur lesquelles on a commencé à échanger il y a quelques années. Toi, tu as plutôt les parcours des beaux-arts, mais c'est lors d'une expérience en communication, en lien avec ton territoire et la valorisation du territoire que l'on s'est rencontrés. Aujourd'hui, c'est difficile de décrire tous les talents que tu as. Je dirais que tu es une artisane de teinture végétale et que ton travail, mais tu reviendras dessus, et c'est ça qui me touche énormément et qui est assez proche de ce que fait Léa, il consiste à avoir une vision et à lier artisanat, art, avec la recherche du vivant à travers les plantes en particulier, et avec la défense du patrimoine et de l'histoire de l'art. Même question, c'est pas une punition, et quel est l'événement qui t'a marqué dans notre petite planète textile, si tu en as un en 2024 par rapport à notre sujet par exemple? Est-ce que tu en as un? J'aurais pas d'événement particulier. Par contre, ce dont je peux parler, c'est le fait qu'on ait de plus en plus de personnes à travailler la teinture végétale, à expérimenter ce domaine, et ça, je trouve ça formidable. Je crois que tu as tout dit. Alors ça me permet également, merci, de rappeler que nous avons 3 pôles dans le collectif Notre Mode est possible. Un pôle autour de tout ce qui est, et nous sommes engagés dans la low-tech, vous l'aurez compris, un pôle autour de tous les enjeux des savoir-faire, de la transmission des savoir-faire, le pôle design, artisanat, savoir-faire conduit par Céline Dupuis. Le pôle matière qui est de plus en plus important. Je suis très fière et c'est un vrai sujet pour nous sur 2025 d'avoir un nombre d'expertises et de regards, parce qu'il n'y a pas un regard à travers, et tu l'as dit, la teinture végétale. Et le 3e pôle, je dirais, il est emblématique, mais il est ce que l'on fait toute l'année. On en a 4, en fait, c'est notre pôle événementiel avec toutes les différentes expertises. Et on s'interroge également, nos créateurs passent leur temps à mutualiser, à essayer de trouver des solutions sur des boutiques mutualisées, parce qu'il n'y a pas de réalité, particulièrement sur un salon professionnel, sans vente. Alors je vais rapidement replacer un petit peu cette table ronde dans un contexte. J'ai pas pu m'en empêcher. Nous sommes aujourd'hui le 20 janvier et dans quelques heures, nous sommes à quelques heures de l'investiture d'un certain Donald Trump. Ça me fait vraiment rire. Celui-même qui va sans doute une fois de plus remettre en question les accords de Paris, qui prévoyaient un réchauffement climatique à horizon 2025 de 1,5. Selon les recherches, on sera à la fin du siècle plutôt à 2,7 degrés. Tout ça pour dire que également la Californie a brûlé, on a vu les méfaits. Je ne vais pas vous faire le catalogue, mais il est difficile de parler de mode sans se replacer en tant qu'être humain, en tant que faisant partie du vivant, sur un contexte qui est le contexte de dégradation de l'environnement et donc de notre planète et du vivant.
non seulement inspirer, mais trouver des solutions qui soient aussi bien culturelles, sociales, économiques, par le vivant et sur nos territoires. Alors, ma première question s'adresse à toutes les deux. Je vais commencer par toi, Charlie. Dans ta vie professionnelle, en fait, quand as-tu pris vraiment conscience, je parle plus de la vie professionnelle parce que c'est un salon professionnel, de notre impact sur le vivant, l'occasion finalement pour moi de te laisser parler de tes choix professionnels? Alors, je crois que j'en ai pris conscience assez rapidement. J'ai travaillé dans la mode, j'ai travaillé dans la déco, j'ai été responsable de com. Et lors de ce poste, en fait, j'avais déjà un projet, l'envie de travailler avec le vivant, le français. Et j'avais développé un projet de création de tapis made in France avec de la laine française. Ça s'est pas fait pour différentes raisons. Ensuite, moi, j'ai décidé de créer ma petite entreprise et du coup, je suis devenue teinturière végétale et également cueilleuse sauvage. Donc, ça a vraiment pris toute son importance. Moi, je vis en Sologne, donc je vis au milieu de la forêt. Donc, il y a vraiment cette envie de transmettre, de travailler avec le vivant, de travailler avec le local. Donc, je travaille majoritairement avec des plantes locales que je cueille moi-même et du coup, tout prend son sens. Je travaille les draps anciens que je chine. Donc vraiment, pour moi, ça prend son sens à ce moment-là. Et aussi, cette envie de me reconnecter à la nature, de reconnecter les autres à la nature, aux saisons, au vivant, en fait, et de prendre le temps d'apprécier les créations textiles, de comprendre que du coup, la teinture végétale, c'est quelque chose de vivant et qu'on est dans un cycle naturel. Cueilleuse sauvage. Je vais te faire la question que je t'avais faite. C'est agrémenté par un diplôme. Comment est-ce qu'on devient cueilleuse sauvage? Alors du coup, je me suis formée aux plantes, donc je connais les plantes tinctoriales, médicinales, comestibles, et du coup, ça passe par la Chambre de l'agriculture, et ça me donne le droit de pouvoir cueillir sur le territoire français. On a des règles, il y a des législations, mais voilà, ça me permet de pouvoir développer tout ce qu'on est, de connaître les plantes et aussi de pouvoir transmettre ce savoir. D'accord, merci beaucoup. Même question, chère Léa, dans ta vie professionnelle finalement, qui finalement va souvent de pair avec notre vie personnelle, mais nous sommes dans un salon professionnel, quand as-tu vraiment pris conscience de l'impact que l'on pouvait avoir sur les vivants, qu'avait la mode sur les vivants? Donc moi, il faut savoir que je viens vraiment j'ai une formation en stylisme. J'ai travaillé, je viens d'un parcours tout à fait traditionnel. J'ai fait une école de mode, etc. J'ai travaillé dans le retail, la vente et le merchandising pendant presque 10 ans. Donc moi, en fait, j'arrive en 2019 avec mes petits pieds comme ça, sans savoir. Enfin voilà, la mode, l'art, etc. C'est cool, c'est super, les fringues aussi. Et je m'associe avec une personne en 2019, donc avant Covid, pour créer un magazine de mode qui parle de fringues, de dressing, etc. mais qui a pour fil rouge de parler évidemment de mode éthique et éco-responsable dans le sens où ça coule de source. C'est pas notre sujet principal, mais dans notre création de contenu, ça coulait de source. Et le projet a vu le jour en 2020, il s'appelle Comment je m'habille. Donc à la base on était en ligne, aujourd'hui on est juste en média Instagram. En toute transparence, au début ce projet-là, c'était une stratégie c'était purement stratégique. Quand on a commencé, on s'est dit c'était une stratégie business parce qu'on savait déjà qu'il y avait un marché à prendre en fait. Je me mets à étudier et aller à la rencontre des acteurs, de ces faiseurs des autres modes. Et c'est à ce moment-là, quand je commence cette sensibilisation, quand je commence à étudier, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui n'était absolument pas visible, personne n'en parle. Et voilà, c'est à ce moment-là que j'ai eu ces valeurs profondes que j'avais déjà en fait, sans le savoir, et qui se sont révélées, et que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai manque, surtout quand on est au contact, on est en vente. Quand on est en vente, quand on est au détail, on est là pour faire du chiffre, mais il peut y avoir des moments de vente quand même ultra agressifs. Donc du coup, on est dans ce côté vraiment quand même très
capitaliste, et ça on peut pas faire sans, hein, on est bien d'accord, mais il y a eu ça qui a appuyé en parallèle aussi, où je me suis dit mais pourquoi on fait du chiffre? Mais d'accord, ça c'est normal, on a besoin de croissance tous, mais pourquoi en fait? Donc je me suis posé cette question-là, et en parallèle, et après je termine, moi je fais donc les stylismes à domicile, je vais dans les dressings en parallèle de ces expériences-là que je faisais avant, et je constate carrément que, on en parlera plus tard, mais que les dressings sont remplis à craquer, qu'on est loin d'être tout nu, et que les personnes sont en demande, ils sont perdus, ils ne savent pas, ils sont en demande de cette sensibilisation en fait. Non, mais c'est très intéressant ce que tu viens de souligner, parce que on est assez pragmatique, nous, les artisans, les artistes, etc. Donc en fait, son expérience, c'est comme des enfants, on apprend à marcher, à grandir, et on l'a fait souvent par sa vie personnelle ou par sa vie professionnelle. Et on va beaucoup, ce sera une des questions, parler de transmission, et toi aussi, c'est la rencontre avec ton territoire, c'est tout ça qui est fait. Alors j'aimerais que tu développes ton activité justement en lien avec ton territoire, cher Charlie, que tu nous dises tout ce que tu as envie de nous dire, comment tu organises, comment fonctionne ton activité, qu'est-ce qui est important pour toi? Alors moi, je travaille forcément en fonction des saisons. Donc l'été, je suis plus dehors, où je cueille, enfin printemps-été, automne même. J'anime des ateliers, je fais des créations textiles, et j'ai aussi cette envie de transmettre. Donc je travaille avec les écoles. J'ai un agrément du ministère de l'Éducation nationale, ce qui me permet de pouvoir transmettre mon travail, ma passion aux enfants, donc aux écoles maternelles et primaires, et je travaille également avec les châteaux de la Loire, donc tout ce qui est question patrimoine environnemental. Je travaille le plus possible avec des plantes locales. Donc niveau tinctorial, on a quand même un vaste choix en France, le chêne, le bouleau, le châtaignier, le noyer, la garance, la camomille, ce qui nous permet d'avoir déjà un large panel de couleurs. Mon envie aussi, je travaille avec les déchets de cuisine, parce que pareil, on a des déchets. En fait, on n'imagine pas toutes les couleurs végétales. Elle est vivante en fait. Elle vit. Elle change en fonction de la lumière, des lavages, du temps qui passe. Et vraiment tout ça, c'est très important. Enfin voilà, c'était vraiment cette envie de se reconnecter à la nature, de prendre son temps, de vivre avec le rythme des saisons, et de réapprendre la patience quelque part, parce qu'on vit dans un monde où tout doit aller vite, où on doit toujours aller vite. Et là, on déconnecte un petit peu, on prend son temps en forêt, on écoute la nature. Et voilà, c'est tout ça la teinture végétale pour moi. Donc effectivement, j'interviens dans les dressings, comme on disait également en parallèle. Donc en fait, moi je vais chez les gens en tant que styliste à domicile, ce qui n'a rien à voir avec conseillère en image, parce qu'on peut penser qu'il y a un travail de style, d'allure, mais c'est encore autre chose. Et en fait, on remarque que nous avons 70% du dressing qui n'est pas porté. On ne porte que 30% de notre dressing, le reste c'est dormant. Moi, je suis quand même là pour arriver à essayer. Je voudrais qu'on arrive à inverser ces chiffres, et on est toujours tous les matins à se poser la question, je n'ai rien à mettre, comment je m'habille, d'où effectivement le nom du média. Et effectivement, on se pose la question tous les matins. On se dit, j'ai rien à mettre, qu'est-ce qui se passe, alors qu'on a les dressings remplis à craquer. Et ça, c'est l'effet de cette mode jetable, où on va avoir tendance à acheter le t-shirt à 5 € qu'on a eu en solde, etc. Mais que ce t-shirt à 5 € qui se déforme au bout de quelques lavages et qui finit par être troué, on se dit bon, pour le prix poubelle, c'est pas grave, on va aller en racheter. 5 €, c'est pas grave, ça m'aura fait 6 mois, c'est pas grave. Moi, je suis quand même là pour voir avec eux et leur expliquer qu'il y a déjà de quoi faire dans le dressing. Donc, on va faire la construction de look et la création de look dans le dressing, en fait. Donc, moi, j'aime bien dire qu'on fait du shopping dans le propre dressing. Et leur expliquer qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on porte sur nous. En fait, les dressings sont extrêmement révélateurs de qui nous sommes et de comment on consomme le vêtement.
On dit toujours que ce qu'il y a dans le dressing, c'est un peu ce qu'on a dans la tête aussi et dans l'esprit. Franchement, c'est exactement ça. Et moi, en plus de mon travail de styliste, où vraiment on va faire un vrai travail de bien-être et de construction de look, je suis quand même là pour éveiller un peu et pousser à la curiosité. Et se poser les questionnements, c'est-à-dire que quand on a les vêtements, on a quand même des vêtements qui sont au contact de notre peau, il y a quand même quelque chose de sensoriel aussi presque. Donc je suis là à leur faire se poser la question, d'où vient le vêtement, qui l'a fabriqué, de quoi est-il fait, est-ce que c'est provenance animale, est-ce que voilà, c'est éveiller les curiosités. C'est qui les personnes que tu éveilles en fait, c'est des, parce que tu dis que tu les élèves, c'est des hommes, Oui. c'est des femmes en fait. Ce que j'aime alors, quand on échange avec des artistes et qu'on arrive à matérialiser les personnes, c'est Oui. Eh ben, je fais les hommes et les femmes. Donc, il faut savoir que moi, avant de débarquer, je débarque pas comme ça dans les dressings. On m'a demandé de venir, quand même. Il y a une demande chez les hommes et chez les femmes. Je fais les deux et les deux sont tout aussi intéressants. Et je vais surtout avoir quand même une clientèle qui va entre 40 et 65 ans. Donc généralement, ce sont des personnes qui ont déjà vécu des expériences de vie, qui ont peut-être des enfants, etc., qui ont eu des maternités, qui ont peut-être vécu la maladie. Il y a eu de l'expérience de vie, en fait, pour qu'à un moment donné, ils se posent la question qui je suis. C'est une vraie question. Hein. Qui je suis, d'où je viens, et est-ce que vraiment ce que je porte correspond à qui je suis profondément. Il y a une vraie demande chez les consommateurs de retisser le lien naturel en fait qu'on a déjà depuis toujours. Parce que Charlie parlait de cette capacité, à se reconnecter, à ralentir. Toi aussi, je sais qu'on en a souvent parlé, quand tu vas pour la première fois chez quelqu'un, tu ne sais pas combien de temps ça va durer, si ça va être une semaine ou 2 semaines, c'est en fait une rencontre, tu peux dire un peu plus. Ouais, tout à fait. En fait, comme tu disais toi-même évidemment tout à l'heure, en fait, chaque séance dressing est complètement différente. Aucune ne se ressemble. Il y en a qui vont être extrêmement rapides, il y en a qui vont être très très longues, et généralement ça peut terminer parfois. C'est tellement un exutoire en fait aussi pour ces personnes. On en ressort des questions qui sont bien plus profondes de quelle coupe me va, quelle couleur est pour moi. Il y a forcément d'autres questions qui en ressortent en fait. Et oui, et du coup, comment ils redécouvrent ce lien au vivant et à qui ils sont. Du coup, tu me disais beaucoup, c'était aussi sur finalement cet apprentissage d'eux-mêmes, mais également du toucher, de la matière. C'est là qu'on revient à ce qu'ils arrivent à savoir ce qu'il y a derrière les étiquettes, et qu'il y a une relation sensuelle, voire spirituelle, comme tu dis toujours. Oui, complètement. En fait, cet apprentissage d'eux-mêmes, qui pour moi touche effectivement, il y a forcément pour moi une part de spiritualité. L'apprentissage de soi, forcément, par conséquence, emmène les questionnements de ce qui les entoure et de ce qu'ils portent et d'où ils viennent, d'où on vient, en fait. Donc il y a presque quelque chose d'un peu holistique, parce qu'effectivement, à la toute fin, ça devient de la réparation, mais pas que de la réparation de vêtements. Tu parlais de réparation tout à l'heure, mais ça devient de la réparation de la personne, en fait. C'est de la réparation de l'âme, en fait, qui amène ça, quoi. Alors, la liaison est toute trouvée. Du coup, j'aimerais, pour illustrer, que tu nous parles du travail que l'on a fait avec Catherine Dorillac pour la revue indépendante You Made. On a fait un hors-série avec l'école Lisa dont tu viens. J'accompagnais les élèves et toi, tu as eu la direction artistique. Ce sont les photos qui défilent un petit peu derrière. Et tu me disais, ça n'a pas été si simple que ça, c'est en même temps ce cheminement pour se dire d'où ils viennent. On rentre sur la question transmission. Il y a une chose dont on était sûr, et ça a été assez long, ça a été pas mal de séances, c'est il y a un truc qui les reliait tous. Un acquis, c'était la défense de la cause animale. Mais tu peux un peu nous raconter comment tu es arrivé finalement à ce magnifique shooting, dans ta capacité à les emmener également sur se poser des questions sur ce qui est lié aux vêtements et ce qui est... Voilà. Raconte-nous, témoigne-nous de ce que tu as envie de... Donc, effectivement, avec cette revue, donc You Made, qui est ici, nous avons travaillé à un éditorial photo, une série de modes dont le fil rouge était la question à la base, c'était le bien-être animal.
Mais nous, on est vraiment allé sur le bien-être du vivant, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, et que quand on parle de bien-être du vivant, on parle de la faune, de la flore, voilà, des humains. C'est le bien-être en fait du vivant dans son ensemble, et c'est ce qu'on s'est amené à se questionner sur ça en fait avec les élèves. Et forcément, quand on fait ce travail-là, cette collaboration artistique avec eux, comme ils sont force de proposition, comme ils ont envie de donner leur part artistique, on est bien là pour ça, ça les a forcément poussés à se questionner dans leur propre interprétation, à se questionner en fait sur ce fameux sujet-là. Parce qu'au départ, c'était pas si évident. Une fois que vous êtes passé dans le shooting, mais tu as beaucoup travaillé sur le lien de transmission, tu les as vraiment poussés dans leur retraitement. Ouais, on a dû pousser, force est de constater quand même qu'il y a un besoin de sensibilisation et d'intervention chez les professionnels, dans des institutions, mais dans les écoles aussi. Ils avaient ce besoin-là d'apprentissage et de compréhension qu'ils n'avaient pas, et il y a un réel besoin, et effectivement, ça n'a pas été facile de percer un peu, on va dire, la carapace avec eux de cheminement et de réflexion. Et c'est par le prisme de cette activité artistique, par leur regard artistique, qu'ils ont réussi à avancer en fait sur la question et à transcender un petit peu tout ça. C'est vraiment par le prisme artistique en fait. Et ensuite, comment s'est passé ce shooting? Pourquoi ce shooting finalement? Parce qu'il révèle même là en fait, il y avait eu un besoin de creuser et de pousser un petit peu plus justement la recherche artistique et de pousser plus loin la réflexion. Et à vrai dire, l'idée, parce que c'est quand même très visuel, on est sur quelque chose de... On a des têtes d'animaux, on est sur quelque chose d'assez... Il y a une note de militantisme, forcément. Le nom de cet édito s'appelle « On est ce qu'on porte ». Donc effectivement, c'est eux qui ont eu pour le coup cette idée de tête d'animaux, à la base une idée purement visuelle, et en fait on en a trouvé le sens, on en a trouvé l'histoire. Moi je les ai aidés à construire l'histoire en fait artistique de on est ce qu'on porte. Nous portons littéralement ce que nous sommes, donc forcément quand on va porter des choses, des vêtements, des pièces qui sont d'origine animale, qui sont d'origine naturelle, mais qui sont aussi d'origine, qui sont pétro-sourcées, donc c'est-à-dire qui sont d'origine plastique, ça révèle vraiment ce que nous sommes profondément. C'est pour ça qu'on a fait ce côté très visuel. En fait, là on prend cet exemple-là de la photo, donc on a vu les têtes d'animaux, donc on est sur quelque chose d'assez visuel, assez fort. Le message est plutôt assez clair concernant le bien-être animal, mais en fait, moi, dans la sélection aussi du stylisme et la recherche du stylisme, on a voulu aussi chercher à mettre des textures et des couleurs qui rappellent complètement quelque chose d'organique. Donc en fait, on va retrouver le tressage, on va retrouver des couleurs plutôt assez nature, un peu earthy, etc. Artistique qui permet aujourd'hui aux étudiants de finalement se reconnecter au vivant et de se poser les bonnes questions et puis d'agir finalement. Et toi, comment ça se passe finalement, tes ateliers qui lient un petit peu, raconte-nous un peu art, bien sûr, plantes végétales et patrimoine et histoire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Alors moi, je propose différents types d'ateliers. Donc, je peux proposer des ateliers aux particuliers. Donc, tout le monde peut venir découvrir la teinture végétale en Sologne. On partage vraiment un moment convivial, reposant. On part en forêt, on cueille nos plantes, ensuite on teint, on partage un repas végétarien. Enfin, voilà, c'est vraiment un petit moment hors du temps. Après, je propose aussi du coup des ateliers dans les châteaux. Donc là, c'est encore autre chose. Je propose des ateliers dans les écoles, donc comme je disais, maternelle, primaire, voire école supérieure. Donc je propose vraiment différentes choses. Donc on parle de plantes, on parle du vivant, on parle forcément, quand je prépare les repas végétariens, certains découvrent complètement, donc vont poser des questions. Donc tout est lié au final, toute cette découverte est liée. Et ce que j'aime particulièrement, c'est les ateliers avec les enfants parce qu'ils sont hyper demandeurs, ils ont très envie de découvrir plein de choses. Donc on passe des journées en forêt, on cueille, on crée, et en fait on fait un lien entre la nature et l'art. Donc il y a vraiment toute cette transmission
du vivant, cette transmission de nature et l'art. Tu peux voilà. préciser un petit peu, parce que tu m'as dit des choses passionnantes quand on a préparé ces histoires sur les légendes et autres, quoi. C'est parce qu'on disait comment c'est important que les gamins, que les adultes, on se raccroche finalement à nos vies, à quelque chose d'inspirant et à l'histoire, et c'est comme ça qu'on devient curieux. Du coup, j'ai travaillé sur une exposition sur les légendes de ma région, donc du centre Val-de-Loire, en teinture végétale. Donc en fait, cette exposition, il y a des illustrations en teinture végétale, des études tinctoriales et la légende qui s'y raccroche. Et tout est fait avec des plantes locales, et chaque légende est raccrochée à une plante ou à un arbre, voilà, que l'on retrouve dans ma région. J'ai aussi à cœur de valoriser le patrimoine, mon patrimoine dans lequel je vis. Et je pense qu'en fait, chaque teinturière peut valoriser sa région, parce qu'en fonction d'où on vit, on ne va pas trouver les mêmes plantes, on ne va pas produire les mêmes couleurs. Et c'est ça qui est super intéressant et qu'on peut mettre en valeur, c'est qu'en fait, sur notre territoire, on a la possibilité de créer énormément de choses. Et en fait, quand on porte un vêtement, ou quand on crée une pièce qui est faite en teinture végétale, alors la plante c'est une matière première, mais c'est aussi porter ou faire vivre un morceau de nature, transmettre quelque chose, valoriser notre patrimoine et valoriser notre territoire. Et c'est vraiment tout ça que j'aime mettre en valeur et que j'essaye de transmettre aux enfants et aux adultes lors des ateliers. Alors, c'est très intéressant ta remarque, parce que alors là, j'aimerais m'adresser à tous les détaillants qui sont de France et de Navarre et d'ailleurs. Valoriser à travers votre action, etc., la culture, le patrimoine local de votre région, les créateurs qui sont... Les réponses sont dans le territoire, et ça c'est notre réponse à la situation régionale, et c'est une richesse extraordinaire. En quelques mots, qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire ce patrimoine de la Sologne, quoi, cette région de la Sologne? Pourquoi tu y es très attaché, et pourquoi il est donc inspirant, et que tu en trouves donc, et que tu adaptes également les contenus de tout ce que tu fais en termes de transmission également, tu adaptes, tu t'en nourris en fait. Alors à la base, je suis pas du tout de Sologne. C'est une région que j'ai appris à aimer, et je me dis vraiment appris à aimer, parce qu'au départ c'était pas gagné. Et alors ce que j'aime en fait, c'est vraiment cette variété. Donc on a énormément de forêts, que ce soit en Sologne ou à Orléans. Et du coup, on a une grande variété d'arbres, et ça me permet de pouvoir travailler que avec du naturel, parce que j'ai des arbres qui contiennent des tanins. Les tanins peuvent aider à préparer les tissus. Et en fait, on a tout ce panel de couleurs qu'on n'imagine pas. On peut travailler avec les lichens, on peut travailler avec les champignons, on peut travailler avec les arbres, on peut travailler... Enfin, il y a énormément de choses possibles et qu'on n'imagine pas forcément. Et en fait, cette région, il faut savoir que sa forêt, elle est assez récente, puisqu'il y a ne serait-ce que 150 ans, il n'y avait pas du tout de forêt en Sologne. Et du coup, c'est vraiment cette envie de valoriser ce territoire, cet endroit, de reconnecter à la nature et de montrer qu'en fait, même avec ce qu'on a à portée de main, même si on habite en ville, puisque j'anime aussi des ateliers dans des centres-villes, on peut avoir des plantes à portée de main qui peuvent teindre, qui peuvent nourrir et qui peuvent soigner. Et en fait, tout ça, ça nous permet aussi de nous reconnecter, ça permet de valoriser, et on a aussi un aspect économique, puisque je travaille avec des plantes locales, je les ai à portée de main, je travaille avec des draps anciens, et du coup, il y a cette notion d'économie, de valorisation des territoires et de création d'emplois. Tout à fait, c'était un petit peu l'avant-dernière question avant qu'on puisse échanger. Et tu en as parlé, en fait, on est dans un salon professionnel, et on pense, et pour faire bouger les choses, et pour faire bouger la consommation, il va falloir se rendre compte que c'est une viabilité également pour les détaillants, pour ceux qui commandent des ateliers. Et on a souvent tendance à dire, et c'est pour ça que je reviens à mon positionnement sur les arts plastiques par rapport aux arts industriels, que la quantité fait la chose. Le vrai débat, le vrai enjeu
parcours économique également pour les détaillants et pour nos clients, ce sera de comprendre la valeur économique, comment elle peut finalement inspirer, devenir un moteur pour les clients ou pour les consommateurs. Et j'aimerais justement que tu me parles un petit peu de ton travail en lien un petit peu d'édito, comment ta connaissance, comment tu amènes justement, comment tu vas chez les détaillants, comment tu fais la promotion des créateurs indépendants. C'est quand même un petit peu notre sujet, montrer qu'il y a d'autres modes et que tous ces autres modes font un autre mode. Ouais, en fait, j'interviens du coup chez les particuliers, comme on disait plus tôt, mais j'interviens également et beaucoup chez les professionnels qui sont également dans cette demande de vouloir prendre un peu ce marché qui est le marché du soin, et il y a réellement une demande là-dedans. Donc moi, je vais aider d'une part les marques de mode éco-responsables à valoriser, si on peut dire ça comme ça, leurs produits et leur regard artistique, mais je vais aussi intervenir donc moi j'interviens en entreprise quand c'est comme ça, tant sur le pôle, que ce soit le pôle marketing ou le bureau de style. Moi je vais donner mon regard artistique pour les aider à valoriser en fait ce travail stylistique. Voilà, donc moi je suis là pour les aider à ce niveau-là, mais je peux également intervenir pour ça va être au travers de défilés de mode et de fashion édito. Et je vais également travailler beaucoup pour les fashion édito, où là par exemple on va pas nécessairement avoir cette sensibilité de mode éco-responsable et on va se tourner vers des marques de mode qui sont plutôt connues de tous, et il en faut également, mais moi en fait je vais les aider à les mettre en lien avec ces faiseurs des autres modes et ces marques de mode éco-responsables. Et du coup quand par exemple on était début de l'hiver, effectivement, on a eu l'exemple de Modzik, qui est un exemple voilà, où j'ai travaillé sur un fashion éditorial pour le magazine Modzik, et en fait, ce qui a fini en cover de ce magazine, c'était une marque éco-responsable. Et ça paraît peut-être tout basique, mais en fait, pour les gens qui se battent pour cette visibilité-là, qui est mangée par les gros bateaux, c'est hyper important. Donc effectivement, on a retrouvé en cover, alors c'était cover digital, de ce magazine, on a retrouvé de la marque éco-responsable. Et moi, je suis là pour faire ce lien en fait et faire le pont entre les professionnels et les créateurs de marques éco-responsables. Voilà. C'est quoi vos vœux pour 2025 en termes de développement de votre activité? C'est quoi votre actualité? Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter? Je commence, j'ai le micro dans la main. Moi, ce serait d'intervenir. Moi, je vais à tout prix continuer d'intervenir auprès des particuliers, puisque les particuliers sont des consommateurs. Donc, moi, je continue d'intervenir chez eux plus que jamais pour faire le lien avec les marques de mode éco-responsables et les rediriger et les faire quitter les géants. Et intervenir également sur une note plus professionnelle, chose que je faisais déjà, mais je voudrais déployer encore plus cette intervention en entreprise, en bureau de style et autres institutions pour leur donner cette vision artistique et durable qui, en fait, pour moi, il y a un vrai besoin sur ce marché du soin et les consommateurs sont en demande. Donc moi, le but, c'est de les rediriger par ici. Et l'artistique, le centre et le lien avec le vivant relie en fait. Voilà, ça retisser le lien naturel qui nous entoure. Pour moi, ça n'est que mon regard, c'est vraiment c'est un nouveau schéma de consommation que je voudrais qu'on trouve en fait. Et de vie. Et toi, tes vœux pour 2025 dans les différentes activités, tout en prenant le soin de continuer à se connecter, de ralentir et de chercher. Alors moi je rejoins Léa, c'est vraiment de former, d'intervenir, de partager mes connaissances, que ce soit dans les écoles de mode ou avec des entreprises. Et aussi j'ai cette envie de plus en plus forte de créer en fait un lieu, une ferme tinctoriale avec un lieu, un peu un écosystème où on valoriserait l'humain, où on pourrait, voilà, c'est en cours de cheminement, donc là je pourrais me perdre longtemps, mais il y a pas mal de projets qui vont arriver, parce qu'il faut savoir que moi mon entreprise est assez récente, puisqu'elle a 1 an, donc il y a encore plein
de projets à venir, mais surtout cette envie de transmettre et de partager ses connaissances autour de la nature et du vivant. Vous avez la solution entre les mains. Si vous n'avez pas de choses à rajouter, j'aurais voulu savoir, est-ce que vous avez envie de poser une question à une de nos intervenantes, à Charlie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a inspiré? Est-ce qu'il y a un questionnement? Non, tout est clair. Je voulais vous remercier au nom du collectif Une autre mode est possible d'avoir pris part à cette table ronde. Remercier le Who's Next qui m'a une nouvelle fois fait confiance pour animer cette table ronde. Vous pouvez nous retrouver sur uneautremode.fr pour toutes les activités du collectif, et Dieu sait si nos 70 membres et tout l'écosystème qui nous entoure va être présent cette année une fois de plus. Et rendez-vous également donc en mars et avril pour nos nouvelles activités. On a aussi un très beau projet d'implantation dans le 11e, parce que je vois également ici des membres. L'action territoriale, elle permet également de retrouver confiance, de retrouver la curiosité, de créer des lieux. Il y a des gens magnifiques qui sont autour de nous, c'est un de nos projets. Et puis notre 5e édition de la Semaine des autres modes avec un nouveau défilé en octobre. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Charlie, merci beaucoup Léa.